Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de présider cette session et j'en remercie les organisateurs de me l'avoir confié. Il est agréable d'être accueilli de la sorte dans un tel lieu que celui de Montpellier où nous sommes pour ce congrès de la SF3PA. Je suis amené à modérer une session intitulée « Le trouble bipolaire avec l'avancée en âge et le difficile challenge de prise en soin ». Alors, les intervenants dans cette session, en premier lieu le docteur Benjamin Calvet, qui est praticien universitaire au CHU de Limoges. Vous avez à la limite à l'écran l'essentiel de ce qui le qualifie. J'ajouterai aussi qu'il est originaire en psychiatrie du berceau de la psy du sujet âgé ou de la psychogériatrie qui a été portée par le professeur Léger autrefois, puis le professeur Clément. Et j'allais dire aujourd'hui le futur ou le collègue en tout cas qui assume énormément de choses dans ce champ de la recherche, de l'enseignement, de la formation. La deuxième intervenante sera donc Joanne Oberlin, qui est psychologue clinicienne au centre hospitalier de Rouffach. Elle est engagée dans divers domaines, notamment dans un programme d'aide aux aidants qui a été développé au sein d'un dispositif spécialisé de psychiatrie de l'âge avancé, notamment le programme ADAGE. Le troisième intervenant, Lionel Sihamed, qui est psychiatre à Martigues, que je connais depuis un certain temps, mais je ne connais pas forcément tout le détail de ses activités. Il en parlera peut-être quand il prendra la parole. La première intervention, donc le phénomène de sensibilisation ou du kindling ou le difficile défi de prise en soin du trouble bipolaire avec l'avancée en âge. J'allais dire, à toi l'allumage. Merci. Je vais me mettre debout pour... Donc je tiens à remercier les organisateurs du congrès d'avoir sélectionné ce symposium sur le trouble bipolaire de l'âge et d'avoir donc accepté cette communication. Je me rends compte que le titre est un peu long. Donc c'est le phénomène de sensibilisation de kindling ou le difficile défi de prise en soin de trouble bipolaire avec l'avancée en âge. Et je dédie d'ailleurs cette présentation, parce que je ne l'ai pas illustrée cliniquement, mais notamment une patiente qui s'appelle Madame M, qui m'a inspiré ce sujet. En termes de liens d'intérêt, j'ai eu des différentes subventions en termes de recherche, etc., des invitations à différents congrès par des labos pharmaceutiques, mais je n'ai pas de lien spécifique d'intérêt en rapport avec cette présentation, et je n'ai pas monté une fondation ou fait des cours rémunérés pour présenter ce modèle. Bien s'en faut, ce modèle étant... vous allez le voir, apparu avec Robert Post. Quelques mots juste sur le trouble bipolaire. La plupart du temps, le diagnostic du trouble bipolaire va se faire chez l'adulte jeune, mais on a quand même des tableaux de troubles bipolaires qui apparaissent après 55 ans, environ 15 à 20% des troubles bipolaires. Alors quand on parle de trouble bipolaire de l'âge, dans la revue internationale, on parle à partir de 60 ans. 60 ans, je ne sais pas si vous le considérez comme âgé. Et on a une prévalence de l'ordre de 1% sur cette pathologie, avec une diminution de la prévalence qui est notée avec l'âge, tour à tour due au décès prématuré du fait des comorbidités somatiques non traitées, bien sûr au risque suicidaire, mais certains auteurs disent que cette diminution de prévalence est fictive, puisque vous avez un changement, dans un certain nombre de cas, de la présentation clinique du trouble bipolaire. Quand on parle aussi du trouble bipolaire chez la personne âgée, il faut noter que c'est un groupe hétérogène. Et j'ai parlé du phénomène du modèle du kindling. Ça va être surtout les deux premiers sous-types, c'est-à-dire les troubles dépressifs récurrents qui vont se bipolariser tardivement, environ un tiers des cas. Et on sait que dans au moins 50% des cas, vous avez au moins 3 épisodes dépressifs avant d'avoir un épisode hypomaniaque ou maniaque qui vous fait basculer, dixit, dans la bipolarité. Le phénomène aussi dans les personnes bipolaires, donc jeunes, qui vont vieillir, un tiers des cas, où là souvent la présentation est atypique ou mixte. Et vous avez une troisième catégorie qui ne rentre pas dans le cas de cette présentation, ce sont les troubles bipolaires tardifs, après 60 ans, c'est-à-dire des gens qui vont faire des manies, souvent des manies secondaires, qui sont en lien avec notamment des pathologies cérébrovasculaires. Donc quand on parle de ce phénomène du kindling, on parle de l'évolution des troubles bipolaires. Et là, dans la littérature, les données sont contradictoires. On sait que malgré le fait d'être âgé, on a une récidive du trouble bipolaire. Et en général, on va noter dans la littérature qu'on va avoir une tendance à une évolution, à une chronicisation des épisodes, à des épisodes thymiques qui vont être beaucoup plus longs, beaucoup plus difficiles à améliorer,
voire de temps en temps on a des manies chroniques chez certains patients, et surtout un intervalle qui va être plus court à chaque épisode à force de faire des récurrences. Rechute donc et récidive sont monnaie courante. Bien sûr, on s'écarte là du trouble bipolaire secondaire, puisque l'évolution d'un trouble bipolaire secondaire va être surtout liée à la prise en charge de la pathologie sous-jacente. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le phénomène de sensibilisation de Kindling? C'est le fait que, du fait de l'évolution du trouble bipolaire, avec donc souvent une prédisposition génétique des patients bipolaires, et pour des stress de moins en moins importants, vous allez avoir un déclenchement de troubles thymiques de plus en plus sévères. D'abord une dépression mineure, après une dépression majeure, puis à un moment donné vous basculez, comme on dit dans la bipolarité, avec une hypomanie ou une manie, et ceci avec des stress de moins en moins importants, voire à la fin sans stress du tout. Alors, on doit ce modèle à Robert Post. Ça date des années 80, et bien sûr Robert Post s'est appuyé sur certains travaux. Lui aussi, vous le voyez ici à gauche, dans sa cohorte, il s'était rendu compte que plus les patients faisaient des récidives de l'humeur, notamment dépressive, et plus l'intervalle entre les épisodes diminuait. Comme d'ailleurs Kraepelin, vous voyez, l'avait déjà noté, en 1921. Et le génie de Post, c'est d'avoir pris l'exemple d'un modèle qui vient de l'épilepsie, mis en place par Godard fin des années 60, début des années 70. Alors Godard, lui, travaillait chez le rat. Il faisait des stimulations électriques chez le rat au niveau cérébral, et au bout d'un moment, ça déclenchait des crises d'épilepsie. Il se rendait compte qu'à force de faire des stimulations électriques chez le rat, les crises d'épilepsie devenaient autonomes. Elles se déclenchaient après sans les stimulations. Donc il a appelé ça l'embrasement, le kindling, le modèle du kindling, dans l'épilepsie. Robert Post est un psychiatre américain, et lui, c'est son génie, il a transposé ça en disant les stress électriques au niveau cérébral, ça peut être des stress de l'individu, et les crises d'épilepsie, ça peut être des récidives thymiques. Et donc, il a travaillé lui plus spécifiquement sur l'embrasement, donc ce phénomène de kindling au niveau des structures limbiques, et notamment l'amygdale, et notamment les traitements qui pouvaient diminuer cet embrasement, notamment l'électroconvulsivothérapie, on va parler tout à l'heure, mais également les anticonvulsivants, et à l'époque il travaillait beaucoup sur la carbamazépine, le Tegretol. Donc dans ce modèle du kindling de Post, il y a trois phénomènes en fait. L'embrasement, le kindling au niveau des structures donc sous-corticales, le phénomène de sensibilisation, c'est-à-dire que pour des stress de moins en moins importants, vous allez avoir un cerveau, une excitabilité neuronale de plus en plus importante, et aussi, parce que c'est aussi l'époque du behaviorisme, c'est les années 80, un phénomène de conditionnement qui veut que progressivement, au début vous avez un stimulus conditionnel, un stress, mais qu'à la fin vous n'avez plus le stimulus, mais quand même vous allez déclencher la décompensation thymique. Donc il a pu un peu regarder tous ces phénomènes-là, et qui peuvent décrire un certain nombre d'évolutions des troubles bipolaires. Bon, je passe. Et à noter qu'on va voir les phénomènes de cet embrasement, de ce kindling, chez les patients bipolaires âgés. Ici, c'est une étude d'imagerie fonctionnelle chez des patients qui montre des patients âgés bipolaires, même en phase thymique, c'est-à-dire sans décompensation thymique, il y a des modifications de la fonctionnalité cérébrale, et notamment, vous voyez, une hyperactivation des structures limbiques et un hypofonctionnement des structures préfrontales. Alors, quand on parle de récurrence des troubles de l'humeur, donc il faut dire que ce modèle marche aussi dans les troubles dépressifs récurrents. Il faut regarder les facteurs de risque, parce qu'en fait, il peut y avoir des éléments modulateurs de ce phénomène. Bon, ce qu'on sait en termes de facteurs de risque de récurrence, notamment le nombre d'épisodes antérieurs, c'est un facteur de risque, donc ça renvoie aussi à ce modèle d'embrasement. La précocité du début, c'est-à-dire notamment avant 20 ans, et notamment, alors souvent les gens qui ont des troubles bipolaires jeunes, ils ont des apparentés qui ont des antécédents associés de troubles bipolaires, et surtout l'absence précoce de traitement neuroprotecteur. La présence de comorbidités psychiatriques, je vais en dire un mot, les addictions et les troubles de la personnalité, l'intensité de la symptomatologie initiale est un facteur de récidive, et la réponse initiale au traitement, plus vous allez garder des symptômes résiduels, plus vous allez être à risque de récidiver.
Mais également, vous avez dit des facteurs de vulnérabilité, c'est-à-dire des qualités intrinsèques de l'individu qui font qu'il va être plus susceptible de faire des récurrences thymiques. Et là-dedans, vous avez les événements de vie stressants, d'autant plus donc si vous êtes sur un terrain fragile, et tout dépend de l'événement de vie stressant. Si vous avez investi un domaine de façon très importante, cet événement de vie stressant va avoir un retentissement beaucoup plus important. Par exemple, quelqu'un qui investit beaucoup son travail et qui part au chômage, cet événement de vie stressant est beaucoup plus important. Quelqu'un qui est proche de ses amis et qui perd un ami, forcément cet événement de vie stressant va avoir une valeur particulière. Bien sûr, tout ça peut être modulé aussi par la personnalité de l'individu et plutôt par l'interaction entre la personnalité de l'individu et l'événement stressant. On note qu'il existe un grand corrélat entre certaines dimensions de personnalité et certains troubles. Comme vous le savez peut-être, le neuroticisme ou névrosisme, qui est la propension à éprouver de la détresse psychologique, est fortement relié aux états dépressifs. Et également, les stratégies de coping, de faire face au stress ou de résilience des individus vont jouer un rôle. Il y a également la médiation en facteur de vulnérabilité des événements traumatiques précoces, qui fait que si on a vécu des événements traumatiques précoces, par rapport à des stress futurs, on va réagir de façon un peu différentielle. Et également, si vous avez des anomalies cognitives persistantes, notamment après les épisodes thymiques, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, des troubles mnésiques ou des troubles exécutifs, vous êtes en vulnérabilité de faire des récurrences thymiques. Donc ça, c'est quelques éléments qui confirment ce que je viens de vous dire. On sait maintenant séquencer le génome sur un individu, en tout cas entièrement le génome, et vous voyez qu'il y a des corrélats très forts entre le neuroticisme et les épisodes dépressifs majeurs. De même, sur le plan neurobiologique, en fonction de cette dimension de personnalité, alors dans la Simons, ça s'appelle l'affectivité négative, vous avez des circuits cérébraux, notamment au niveau préfrontal, qui sont différentiels suivant votre niveau de personnalité, donc un fonctionnement qui peut être différent. En outre, j'ai parlé du coping. On sait qu'avec l'âge et le vieillissement, les personnes âgées vont avoir tendance à avoir ce qu'on appelle un lieu de contrôle externe, c'est-à-dire que les événements stressants sont vécus extérieurement en eux, pour lesquels ils n'ont aucun contrôle par rapport à cela. Ça favorise en général un coping centré sur l'émotion et pas un coping cognitif qui est moins bon, et donc pour faire face aux événements de vie stressants. On retrouve ces éléments-là aussi sur les schémas cognitifs dysfonctionnels, sur le phénomène de résilience apprise, c'est-à-dire que suite à différents échecs pour faire face à des événements de vie stressants, on peut déclencher des troubles de l'humeur. Les événements de vie traumatiques précoces, c'est la perte d'un parent pendant l'enfance, c'est les séparations prolongées, bien sûr, c'est les maltraitances physiques, psychologiques et sexuelles. Et les événements de vie traumatiques tardifs sont, eux, les facteurs précipitants des troubles de l'humeur, notamment les pertes, et puis le niveau socio-économique qui est en général pas très bon chez nos personnes âgées. Donc ceci est traduit notamment par cette étude-là, où on va évaluer la sévérité ou l'adversité précoce, c'est-à-dire c'est des questionnaires, on regarde le nombre d'événements de vie négatifs tôt, et bien vous voyez bien que chez les gens qui ont une adversité sévère, eh bien ils ont en général un pourcentage de récurrence beaucoup plus élevé que ceux qui ont eu moins d'adversité et pour des stress plus faibles, donc ils sont plus sensibles. Il y a bien sûr aussi le paramètre, tenir compte du paramètre social, et on sait bien que la solitude et l'isolement est un facteur de risque de troubles de l'humeur, bidirectionnel d'ailleurs, c'est-à-dire que l'isolement et la solitude, ça favorise la dépression, l'anxiété, etc. Mais inversement, la dépression et l'anxiété favorisent la déconnexion sociale, et donc il y a un lien bidirectionnel. En ce qui concerne la vulnérabilité au stress, le trouble bipolaire, c'est une pathologie fortement génétique, mais pas totalement. Ça, c'est les corps de jumeaux monozygotes de l'ordre de 40 à 70%. Mais le modèle pour expliquer la récurrence de l'humeur, c'est un modèle beaucoup plus complexe. C'est le modèle en bas que vous voyez, le modèle C. C'est-à-dire c'est à la fois une interaction d'un terrain génétique, d'un événement stressant, mais pas que, de la réactivité qu'on peut avoir à ce stress. Et la réactivité qu'on peut avoir au stress, elle peut varier. Donc là, je vous ai parlé de la sensibilisation cérébrale, donc ça va bien avec le modèle du Canling, bien que ce phénomène dit de sensibilisation soit quand même controversé dans la littérature. Avoir aussi des événements qui vont bouleverser les rythmes sociaux, on le sait de mieux en mieux, que cela va favoriser en général les décompensations, en particulier hypomaniaques et maniaques. Le vécu du stress subjectif de l'événement va avoir un rôle dans cette réactivité au stress. Et par rapport à la réactivité au stress aussi, des traits de personnalité particuliers, l'introversion, dans le sens où quand on est introverti, on est isolé, et donc
ça pérennise le phénomène, ou l'obsessionnalité dans le sens des ruminations anxieuses ou de la psychorigidité qui peut favoriser, donc jouer un rôle dans cette réactivité au stress. En outre, vous avez un phénomène qu'on appelle la charge allostatique, c'est-à-dire ça fait référence aux conséquences négatives des stress chroniques chez les individus. Alors une personne âgée, il peut avoir de multiples stress, notamment des problèmes au niveau du diabète métabolique, etc., des problèmes immunologiques, des problèmes cardiovasculaires. Et donc ça peut entraîner un stress chronique. Ce stress chronique qui fait qu'il va y avoir une inflammation chronique, une diminution du Brain Derivative Natriuretic Factor, le BDNF, qui joue dans la plasticité cérébrale, une augmentation de la cortisolémie, et ceci entraînant un cercle vicieux favorisant ces phénomènes-là. Alors, le Canning, c'est un modèle, entre guillemets, explicatif, mais qui ne dit pas d'où vient le problème. Mais on a quand même des données neurobiologiques qui peuvent être mis en parallèle de ce modèle du Canning. Notamment, on connaît bien la cytotoxicité des épisodes thymiques, en particulier dépressifs, et en lien notamment avec le système du cortisol, voyez, et les diminutions du volume des hippocampes. C'est aussi en lien justement avec l'altération de ce fameux BDNF, avec une expression plus importante, donc d'un polymorphisme Val66 qui favoriserait, en ce qui concerne le trouble bipolaire, des troubles cognitifs et ces dégradations sur le plan hippocampique. Vous connaissez également sûrement cette étude d'Yvette Schlein qui montre qu'en fait, ce n'est pas l'épisode thymique en lui-même qui pose problème, mais c'est l'épisode thymique ici dépressif non traité. Avec, vous voyez, une corrélation négative entre la durée de l'épisode dépressif non traité et le volume hippocampique. Et donc là, en ce qui concerne la dépression simple, l'antidépresseur est neuroprotecteur, mais du coup, dans le trouble bipolaire, se pose la question de l'utilisation du lithium, qui est aussi neuroprotecteur, très tôt. Vous savez également sûrement que la dépression, c'est un facteur de risque de troubles neurocognitifs et de démence, mais plus vous en faites, plus vous êtes à risque. Et vous voyez, les récurrences dépressives, ça c'est une cohorte longitudinale de personnes âgées suivies par 25 ans, plus vous êtes à risque de faire des troubles cognitifs. Dernier paramètre à tenir compte, c'est les comorbidités addictives. On sait bien que chez les gens qui ont des troubles bipolaires avec comorbidité, vous avez ce phénomène qui est encore plus exacerbé, avec des cycles plus fréquents, plus rapides, et une euthymie plus courte. Cela semblerait être médié par le système GABAergique, et là vous avez une étude à gauche sur la modulation du système GABAergique qui entraîne un embrasement notamment au niveau de l'hippocampe. Et également, ces phénomènes addictifs peuvent jouer un rôle dans la dérégulation aussi des phases du sommeil. On sait bien maintenant à l'heure actuelle, ça c'est une étude récente qui montre qu'effectivement, si vous avez des troubles veille-sommeil, vous avez des troubles du rythme circadien, ça favorise les troubles de l'humeur, plus spécifiquement hypomaniaque ou maniaque, mais à l'origine du trouble bipolaire. Alors maintenant, on va vers la stadification, ou les stades des troubles bipolaires, de 0 avec l'absence de symptômes jusqu'à 4, où vous allez avoir finalement les hypomanies et la manie, et du coup vous allez rentrer dans la classification. Et en fonction de ces stades, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre en parallèle ce phénomène du Canning, ce phénomène de la charge allostatique, qui devient de plus en plus important plus le trouble bipolaire évolue, une résistance beaucoup plus sévère au traitement, et ça on le voit bien chez les personnes âgées, un déficit fonctionnel plus élevé, un pronostic donc plus sévère, et des troubles cognitifs en parallèle beaucoup plus importants. Alors Robert Post est allé plus loin, puisque son modèle explique aussi l'émergence des cycles rapides, voire des cycles ultradiens dans le trouble bipolaire, et donc il donne des recommandations en termes de traitement, et notamment marque le fait que le lithium marche de moins en moins, bien sûr, plus les cycles de l'humeur vont devenir spontanés, mais ne marche pas dans des cycles très rapides, c'est-à-dire des variations de l'humeur sur la journée, du fait du mécanisme d'action du lithium. Et il propose aussi d'utiliser dans des phases très très graves de troubles bipolaires, éventuellement, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà utilisé, la nimodipine ou les inhibiteurs calciques pour essayer de diminuer cette hyperactivité neuronale qui s'est autonomisée. Il propose également quelque chose de particulier, vous le voyez là, c'est-à-dire d'utiliser le lithium pratiquement bien avant d'avoir une hypomanie ou une manie. La question est de savoir qui est bipolaire. Et il propose également de centrer, si vous n'avez pas de facteur et que ça va dans tous les sens, de favoriser les TCC, notamment parce qu'effectivement, dans son modèle, il y a un aspect comportemental, cognitivo-comportemental, en tout cas, pourrait être une solution à la problématique. Alors, nous, en termes de traitement, chez l'âgé, finalement, on n'a pas de recommandation très spécifique en ce qui concerne le trouble bipolaire. Alors, vous aviez des experts
la SPBM qui avait, il y a un certain temps, donné des recommandations, disons par exemple que le lithium, on le mettait plutôt en deuxième ligne dans les états dépressifs. Les antipsychotiques, on attendait aussi la deuxième ligne, et qu'on allait plus souvent utiliser l'électroconvulsivothérapie, on en parlera tout à l'heure, dans les états dépressifs sévères des troubles bipolaires. Mais néanmoins, par rapport à ce phénomène du Canling, rien n'est dit. En ce qui concerne les traitements non pharmacologiques, un point important qui me semble intéressant, puisque des fois on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va faire pour ces patients-là bipolaires âgés, c'est de travailler sur la gestion du stress, puisque vous avez vu qu'il y a un mécanisme en lien avec la réactivité au stress, et je pense qu'apprendre des techniques de gestion du stress chez nos patients bipolaires âgés, c'est déjà une technique qui permet d'éviter l'aggravation. Bon, l'exercice physique régulier, on en a parlé, c'est bien dans tous les sens, notamment par rapport aux facteurs de risque cardiovasculaire associés. La psychoéducation, bien entendu, avec aussi des programmes ETP qui se développent dans le trouble bipolaire, c'est très bien, en particulier notamment l'éducation au sommeil, ce qui fait. Vous avez en dessous les recommandations canadiennes qui mettent un bémol, entre guillemets, sur l'utilisation de la remédiation cognitive ou fonctionnelle, qui pourrait avoir un intérêt, puisque je vous ai parlé que les anomalies cognitives sont des facteurs de récurrence, mais malheureusement, elles ne sont pas très développées chez la personne âgée. Vous aurez plusieurs communications demain sur ces aspects-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de conclusion? Le phénomène du Canling de la sensibilisation est fréquent, mais pas totipotent, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des patients bipolaires âgés qui ne vont pas avoir ces phénomènes. Vous allez voir ce phénomène surtout chez les gens qui sont bipolaires jeunes, avant 20 ans dans la littérature, et surtout qui n'ont pas eu de traitement neuroprotecteur au départ. Mais comme au départ, c'est des états dépressifs, donc déjà, il faut quand même les traiter avec des antidépresseurs, mais ça va favoriser ce phénomène-là. Chez nos âgés, on va le voir, à mon sens, plus fréquemment. Pourquoi? Parce qu'avec le vieillissement, la durée de bipolarité est plus longue, que la prise en charge précoce, on ne sait pas trop ce qu'elle a été, et d'où je peux mettre ça en lien avec l'intérêt peut-être des biomarqueurs. Vous savez que depuis le mois d'avril, il y a un biomarqueur dans le trouble bipolaire dépressif. Et effectivement, peut-être que dans le futur, en utilisant des biomarqueurs, on pourra traiter immédiatement les troubles bipolaires et éviter ces phénomènes d'embrasement. Les pertes sont nombreuses avec l'âge, avec ce fameux stress chronique, et vous avez vu ce cercle vicieux en termes de stress chronique, et la plasticité cérébrale est diminuée. J'ai parlé des comorbidités psychiatriques et somatiques plus fréquentes, et notamment penser aux problèmes d'addiction qu'il va falloir traiter, ainsi que le phénomène de coping, de faire face aux événements, qui est souvent moins efficace. Suivant le stade, les stratégies pharmacologiques vont varier, donc je vous l'ai montré, mais est-ce que c'est identique chez la personne âgée? Personne ne peut le dire à l'heure actuelle. Notez quand même que, et ça c'est de plus en plus reconnu, on en a parlé tout à l'heure dans l'état de stress post-traumatique à la session précédente, mais qu'il y a une toxicité neurologique des variations de l'humeur, très concrètement, alors très clairement sur les épisodes dépressifs, plus débattu sur les épisodes maniaques, mais je pense qu'effectivement, pour éviter une évolution, notamment vers des troubles neurocognitifs en lien avec les troubles bipolaires, il faut traiter précocement et intensément ces variations de l'humeur. Merci de votre attention. Merci. Merci pour cette communication tout à fait intéressante. Je propose qu'on pose des questions à l'issue des 3 présentations. Et je laisse donc la parole sur le sujet dans liens familiaux bipolaires. Qu'en est-il à l'âge avancé à Joanne Oberlin qui est en train de s'assurer de la bonne connexion. J'évoquais le dispositif spécialisé de psychiatrie de l'âge avancé, qui est une particularité au centre hospitalier de Ronfac, dispositif qui s'est déployé sur une vingtaine d'années pour arriver à une formule qui permet d'intégrer un ensemble de problématiques, dont celle de ce thème-là. Bonjour à tous. Je tiens à remercier la SF3PA d'avoir accepté notre session thématique et également remercier l'équipe de Montpellier de nous accueillir parce que c'est un exercice que de préparer un tel événement. Alors effectivement, concernant cette communication, je n'ai aucun conflit d'intérêt et je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Alors effectivement, depuis une vingtaine d'années, les recherches sur les aidants familiaux s'intéressent particulièrement aux pathologies neuroévolutives. Vous en entendez probablement parler, puisqu'elles se caractérisent par l'apparition progressive de la dépendance.
Alors les études montrent que l'accompagnement prodigué par un aidant dure en moyenne 7 ans. Et il est plus fréquemment mis en place dans le cadre de la maladie d'Alzheimer et également dans le cas des cancers. Mais ce n'est pas les pathologies auxquelles on va s'intéresser. Et effectivement, lors de ce temps de vie, eh bien, il peut être également le théâtre de l'expression d'autres pathologies telles que le trouble bipolaire, en tout cas relevant de la sphère psychiatrique. Néanmoins, on constate moins d'études sur le rôle des aidants familiaux dans l'accompagnement de telles pathologies. Donc, je vous propose de nous intéresser à l'aidant. Qui est-il ? Alors là aussi, il y a multiples dénominations. Il n'y a pas de définition clairement consensuelle pour le définir. Néanmoins, j'ai retenu celle qui est affichée, à savoir l'aidant est la personne qui vient en aide à titre non professionnel, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les activités quotidiennes. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non. Cette aide peut prendre plusieurs formes: le nursing, les soins, l'accompagnement à l'éducation et à la vie sociale, les démarches administratives, la vigilance, la veille, le soutien psychologique, la communication, les activités domestiques. Alors ma pratique, en tout cas, m'a montré que les aidants familiaux se retrouvent ainsi souvent démunis face à une situation à laquelle ils n'ont pas été préparés, qui surgit comme ça subitement dans leur vie et qui constitue une source de stress, dans la mesure où elle vient clairement bouleverser l'équilibre familial. Et elle met également à l'épreuve les capacités d'adaptation individuelle et collective en modifiant les liens établis. Alors l'intitulé de ma présentation abordait les liens familiaux, mais j'ai fait un choix, à savoir d'aborder particulièrement les liens conjugaux. Parce qu'effectivement, si vous cherchez dans les recherches, vous pourrez constater que l'aidant peut être à la fois un conjoint, mais peut également être un enfant. Mais on constate que ça ne relève pas des mêmes enjeux psychologiques. Donc j'ai pris le parti de m'intéresser au conjoint pour cette présentation. D'autres éléments qui me paraissent importants, c'est que clairement la relation d'aide a des répercussions négatives sur la santé de l'aidant. Je pense que vous le remarquez dans vos pratiques. 57% évoquent un impact sur la dimension physique et 49% sur la dimension mentale de leur santé. Et pour 48% des aidants, de nouveaux problèmes de santé ont été déclarés, tels que des troubles du sommeil à 61%, des douleurs physiques à 63,5%, et ainsi qu'une augmentation de leur consommation de médicaments. Pour continuer à poser le cadre de cette présentation, il me paraît important de rappeler, en tout cas au niveau psychique, ce qui peut se jouer à l'âge avancé. Et pour ça, je fais un détour par le travail du vieillir, qui est un concept développé par Bianchi en 81, où finalement, en le résumant, il vient dire que les désirs animant chaque personne paraissent ignorer la marque du temps, au moment où le corps s'épuise et où les contraintes extérieures s'accroissent. Et c'est là où finalement, ça favorise l'émergence de conflits psychiques, c'est le sujet. À cela s'ajoute aussi que c'est un temps de la vie qui est caractérisé par ce qu'on appelle des pertes. Alors, terme pas très attractif ni très vendeur. On peut peut-être aussi parler de remaniement. Et en tout cas, ça vient toucher différents aspects de notre vie: la santé, l'autonomie dans la vie quotidienne, le domicile, la finitude, finalement la mort, le travail et l'identité professionnelle, les réseaux sociaux, les conjoints, la liberté de mouvement, la liberté économique, les droits civiques, le sentiment de sécurité. Donc ça s'infiltre très clairement à tous les niveaux de ce qui nous constitue et nous caractérise. À cela, s'ajoute également une éventuelle vulnérabilité physique et ou psychique, l'apparition d'un état de dépendance vis-à-vis d'autrui, et puis également la réactivation du besoin d'attachement. Autre étape, s'interroger sur la conjugalité. Qu'est-ce qui la caractérise? Alors au sein du couple, on le sait, il existe différents liens. On va avoir le lien amoureux, il y a le lien sexuel, le conjugal, l'attachement. Et pour ça, je fais appel à Lemaire, qui a défini le lien amoureux comme une relation amoureuse conçue comme passagère qui doit apporter des satisfactions immédiates et qui est abandonnée dès qu'elle ne donne plus ou dès qu'elle s'accompagne de difficultés considérables. Ça annonce quelques possibilités. Concernant le lien conjugal, eh bien, une certaine intention latente, parfois peu consciente, parfois même niée, de durer, susceptible de surpasser la situation génératrice de conflits
Donc nous conviendrons d'appeler lien conjugal un lien amoureux marqué par une intention avouée ou non avouée de durée. Je vous laisse méditer sur le sujet. Enfin, le lien d'attachement. Celui-ci n'est qu'un des liens du couple qui est réactivé notamment au moment de la rencontre, dominé par la sensorialité. Quelque chose dont on entend très souvent parler finalement avec beaucoup de pudeur de la part des aidants, cette dimension-là qui peut s'avérer aussi manquante à un certain stade des maladies. La proximité physique, le corps à corps, les caresses sont là comme un rappel de la sensorialité de l'enfance sur laquelle se sont établis les premiers attachements, rappelle Magali Bonnet, dont je vous conseille les travaux. Les besoins primaires de sécurité et de survie sont supérieurs à la pulsion sexuelle, à savoir la libido, ce qui fait que finalement ça peut offrir la possibilité d'un risque d'identification du conjoint à l'objet maternel primaire, ce qui peut s'avérer compliqué dans certaines situations de couple. Au cours du vieillissement, eh bien, comme dit Charazak, le couple construit un édifice, pierre après pierre, basé sur des défenses et des fonctions de vie, de survie. Et ce lien peut s'établir également sur la crainte de la solitude. Donc ça rejoint ce que je vous présentais au niveau des enjeux psychiques autour de la perte. La conjugalité et le trouble bipolaire. Alors là, on va s'intéresser lorsque finalement l'aidant est le conjoint d'une personne atteinte d'un trouble bipolaire. Là-dessus, la littérature ne nous dit pas grand-chose. Il y a cette étude de Elious et collaborateurs qui ont clairement montré l'impact délétère des troubles bipolaires sur la relation de couple et la qualité de vie des conjoints. Alors, de cette étude, il ressort que ces conjoints présenteraient plus de troubles anxieux, dépressifs et de maladies somatiques que la moyenne. Alors ça, c'est des points qu'on retrouve également aussi dans le cadre des maladies d'Alzheimer et troubles apparentés. Et ces auteurs ont souligné également le lien existant entre l'attachement insécure du patient bipolaire et la dégradation de la relation de couple. Petit détour sur la théorie de l'attachement, de manière synthétique. Bien, l'attachement, c'est finalement une théorie qui étudie la façon dont l'individu parvient à surmonter le stress et la peur. C'est un lien affectif, initialement repéré entre l'enfant et l'adulte, tel que Bowlby l'avait théorisé. Et à ce moment-là, l'adulte peut être une figure d'attachement qu'on appelle également caregiver, une base sécurisante en tout cas. On va voir que ces travaux, finalement, on tente actuellement de les appliquer au niveau de l'âge avancé, puisqu'ils ont été mis en place dans la relation, mis en évidence dans le cadre de la relation parent-enfant. Et ça s'est précisé aussi avec les travaux de Ainsworth sur la situation étrange, qui a permis en fait de mettre en évidence différents styles d'attachement, le sécure, l'insécure, et parmi les insécures, il y a l'évitant, l'anxieux ambivalent, et l'attachement désorganisé, désorienté, qui est encore apparu ultérieurement. Alors finalement, l'attachement, en quoi il peut nous intéresser, c'est que finalement, il correspond à un besoin de protection qui va durer toute la vie. Et finalement, quand je vous présentais le lien conjugal, on voit que la conjugalité, dans l'idée, une fois que c'est investi, c'est qu'il y a quand même cet aspect de la durée. Et c'est vrai que c'est ce que nous, on rencontre dans notre clinique, parce que souvent, les gens qui arrivent, ça fait déjà un certain nombre d'années, voire même, ça se compte en décennies, qu'ils partagent leur quotidien ensemble. Donc, à l'âge avancé, le sujet âgé réactive ce système d'attachement dans un contexte de dépendance, contrainte, subie parfois, pour répondre comme le petit enfant à un besoin de sécurité affective, physique, mais aussi identitaire, afin de se séparer non seulement de ceux qu'il aime, mais aussi de la vie. Donc sur cet aspect-là, l'aidant est clairement concerné. Pour quelle raison ? Bien, tout simplement parce qu'il est en interrelation, et finalement c'est quelque chose qui caractérise tout être humain, que d'être en interrelation. Donc il y a toujours ces mouvements comme ça, cette dynamique qui est incessante et qui parfois peut s'avérer extrêmement usante, épuisante. Chez l'adulte, alors la relation d'attachement, elle est décrite comme, effectivement, je vous l'ai déjà dit, un lien affectif durable, au sein duquel le partenaire est considéré comme un individu unique, non interchangeable et dont on a envie de rester proche. Derniers éléments importants dans le cadre de l'aide aux aidants. L'attachement au sein du couple est peu étudié, et encore moins à l'âge avancé, je vous le disais auparavant. Et lorsqu'on travaille dans ce cadre-là,
clinique, il est fondamental finalement de s'intéresser aussi à l'histoire du couple, c'est-à-dire aussi à quel moment la maladie est apparue dans la relation. Est-ce qu'elle est antérieure à la rencontre? Est-ce que c'est survenu par la suite? Et tout ça, ça vient donner aussi des indices sur la manière dont cette relation finalement s'est construite et éventuellement a pu s'inscrire dans la durée. Et à ce moment-là, on peut venir questionner ou essayer de repérer les répercussions qui se jouent sur la personne malade et également sur son conjoint. Lorsqu'on s'intéresse à la conjugalité à l'âge avancé, je dirais que le propos pour le meilleur et pour le pire reste très d'actualité. C'est ce qui des fois peut amener des personnes à se mettre dans des situations de grande souffrance. Je pense que c'est un aspect qu'on pourra peut-être reconsidérer dans les temps à venir, de par l'évolution de la famille et de la conjugalité. Mais tout est possible. En tout cas, peut-être de retenir que le principal message de Bowlby est certainement que le lien n'implique pas un état de dépendance, mais au contraire qu'il peut constituer un facteur d'ouverture, de socialisation. Alors, je vous ai amené tous ces éléments, et alors lorsque le conjoint devient aidant, finalement, qu'est-ce qui peut se passer? Bien, souvent, on peut noter qu'il y a de l'épuisement, de la culpabilité, de l'ambivalence. Et ça peut générer finalement un risque de fragilité, de vulnérabilité. En tout cas, au niveau psychique, c'est quelque chose qui est très prenant, très envahissant, qui vient mobiliser beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça qu'il y a le terme de fardeau qui a pu émerger, notamment dans le cadre de l'aide aux aidants. Et Charazak peut dire que le pire fardeau de l'aidant n'est pas sa charge de travail, mais ce qu'il ne peut pas faire, c'est-à-dire son sentiment d'impuissance face à la marche arrière de son proche, et le doute sur la valeur de l'aide qu'il lui apporte. Et dans le travail que, en tout cas moi je peux faire dans l'accompagnement des personnes âgées ou dans l'unité où je travaille avec les professionnels avec lesquels j'interviens, il y a tout ce repérage à faire, c'est finalement comment les proches, comment les aidants peuvent venir témoigner de ce qu'ils sont amenés à vivre face à la situation de leur autre proche. De ce fait, il est important de prendre en considération le vécu subjectif ainsi que la temporalité du conjoint. Et ça, je le souligne parce que force est de constater, lorsqu'on travaille à l'hôpital, mais je pense que ça peut se repérer dans plein d'institutions, c'est que finalement, nous avons notre temporalité en tant que professionnels qui n'est pas la même que la personne malade et qui n'est pas la même que celle de l'entourage et notamment du conjoint. Et on voit bien que finalement, de temps en temps, prendre en considération ce paramètre-là, ça permet de cheminer et finalement de pouvoir aussi contribuer à la construction d'un projet d'accompagnement, du devenir de chacun de ces protagonistes. Et je dirais que c'est toute l'importance. Et des fois, c'est le juste équilibre entre la pression hospitalière de aller, que la personne se rétablisse, il y a de la place, il y a d'autres patients, file d'attente, etc. La famille qui accueille éventuellement la nouvelle du diagnostic ou une énième situation complexe, et comment est-ce que chacun peut trouver une capacité d'ajustement par rapport à cela. Donc ça pose également la question de comment accompagner les aidants dans ces situations. Peut-être une réponse évidente par le terme de dispositif d'aide aux aidants. En tout cas, lorsqu'on évoque une pathologie, on fait principalement référence à la personne malade et on se focalise sur cette dernière et non sur son parcours de vie. Et tout ça, c'est des éléments fondamentaux pour contribuer ou tendre vers un rétablissement, pour le déploiement d'une prise en charge ou à d'autres aspects du devenir de cette personne. Cependant, toute personne, là aussi, vit en interrelation avec d'autres personnes et lorsqu'une personne a un trouble, cela concerne également son entourage social, mais également sa famille. C'est-à-dire qu'il y a des retentissements, il y a des répercussions. De ce fait, je pense qu'on peut en dire qu'un trouble psychiatrique d'un sujet a un retentissement sur la santé mentale de son entourage, notamment à travers la souffrance psychique que ça peut engendrer. Et j'ai trouvé intéressant la proposition de Katia Mbalia, qui est maître de conférence à la faculté de psychologie de Bordeaux, qui s'intéresse beaucoup à la question du trouble bipolaire et de son vécu par les patients et leurs proches, qui propose une conception inclusive en disant plutôt que de parler du patient en permanence et de sa famille, c'est peut-être de pouvoir dire une famille dont un des membres est atteint d'un trouble bipolaire. Et je crois que là aussi, par rapport à toute la question de la stigmatisation, de la discrimination, réfléchir à la terminologie qu'on emploie, ça a toute son importance parce que ce n'est jamais anodin. Alors là, je vous partage une réflexion en lien avec la pratique liée au dispositif d'aide aux aidants développé au centre hospitalier de Rouffach,
c'est que nous avions développé avant la pandémie un cycle d'information sur les troubles de l'humeur. On avait tenté, donc, qui pouvait concerner également les troubles bipolaires, et ça a été un bide total. On a réussi à convier personne, enfin en tout cas personne quand on proposait n'adhérait, alors qu'en parallèle on a développé tout un cycle d'information sur les maladies d'Alzheimer et les troubles apparentés, et là par contre c'est l'inverse, ça fonctionne bien. Alors un des éléments, parce qu'on a quand même pas mal réfléchi sur ce qui pouvait être sous-jacent à ce manque d'adhésion, se pose quand même la question de la répercussion finalement des représentations associées à la santé mentale. Je disais déjà les termes de stigmatisation et de discrimination, mais c'est finalement aussi de se questionner comment chacun accueille la nouvelle de la pathologie d'un de ses proches, comment est-ce que la personne se sent concernée, comment est-ce qu'elle s'en saisit, qu'il y a aussi quelque chose du fonctionnement de notre société qui jusque-là c'était ça concerne la personne. Nous, comment est-ce qu'on se positionne quand on nous le fait savoir, si on n'est pas assez présent, on nous le fait savoir. Donc, il y a tout un jeu d'équilibrage à trouver à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a cette question de comment favoriser la compréhension et ne pas susciter la peur pour les proches des personnes malades. Alors, on a des éléments, mais ce n'est pas parce qu'on a les éléments que pour autant ça facilite l'adhésion et que les gens viennent et essayent de saisir et de comprendre. C'est pour ça que je pose aussi la question du temps, du moment où survient la pathologie dans l'histoire familiale. Parce que ça survient dans l'histoire de vie d'une personne, mais ça survient aussi dans l'histoire de vie d'un groupe, du groupe famille, où chacun des protagonistes a ses difficultés, a ses moments de joie, de bonheur, ses réussites, ou au contraire peut-être des échecs. Et comment tout ça arrive à se croiser pour qu'on puisse à ce moment-là peut-être se sentir appelé à s'intéresser à ce que l'autre est appelé à vivre, même si on fait partie de la même famille. Alors ça, c'était avant la pandémie. Après la pandémie, je vous dirai pourquoi j'ai mis la pandémie comme point de repère. Eh bien, on a lancé non pas un cycle d'information, mais un groupe de parole pour les aidants ayant un conjoint atteint d'un trouble de l'humeur. On s'est dit, on va peut-être essayer de susciter l'émergence du discours, de la verbalisation, de l'expression de la souffrance, sans forcément être dans la question d'un savoir immédiat ou dans la psychoéducation. Là aussi, alors on a eu des personnes, mais ça ne s'est pas inscrit dans la durée. Ça s'est très vite essoufflé. Et là, ça a aussi donné d'autres éléments, à savoir, pour les dents, en tout cas, toute la problématique identitaire. Je pense par exemple à cette dame qui était mariée depuis 45 ans avec son mari, qui lui avait effectivement un trouble bipolaire, qui était vraiment porteur d'une étiquette de malade psychiatrique. Et sa femme, quand on est venu la questionner sur comment est-ce qu'elle vivait tout ça, est-ce que ça la peinait ou pas, c'est quelque chose dont elle n'a pas pu se saisir. Et on voyait bien que venir même questionner cet aspect-là, c'était presque lui ôter quelque chose qui était constitutif d'elle-même. À tel point que ça lui donnait une valeur et ça lui permet de s'inscrire dans ce discours de souffrance, voire même de plainte, mais dont elle refusait d'en céder quoi que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose où il y a eu d'autres personnes qui ont été concernées par cette question-là. Après, il y a eu d'autres gens qui disaient, mais moi je l'ai toujours connu comme ça, c'est lui, c'est elle, qu'est-ce que ça peut changer? Donc on voit aussi la considération de la personne. Est-ce que c'est qu'un malade? Est-ce que c'est une personne malade? Est-ce que c'est la personne qu'on connaît? Tous ces éléments sont à prendre en considération. Et enfin, il y a aussi cet aspect de mécanisme de défense face à toute tentative de mise en perspective. C'est-à-dire qu'il y a cette question de la peur, des émotions qu'on ressent, et de se dire, est-ce que je me lance ou je ne me lance pas, parce que ce n'est pas forcément évident. Un autre aspect qui m'a semblé intéressant aussi de questionner, c'est la question du pré-deuil. Et ça, c'est un parallèle que je voulais faire par rapport à ce que je rencontre dans la clinique des aidants atteints des proches atteints, des aidants ayant un proche atteint de maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés. C'est la question du pré-deuil qui a été mis en évidence aussi dans les travaux de Bonnet ou de Géraldine Pierron, Robinet. C'est que finalement, il y a ces aidants, mais pour moi, on voit clairement qu'il y a une différence fondamentale dans la manière dont l'aidant va investir la relation avec l'aidé en fonction de la pathologie de l'aidé. Et donc, on ne va pas aborder les choses de la même façon. Et donc, dans ce cas, dans le cas d'une maladie neuroévolutive, l'aidant est aux prises avec le travail de pré-deuil, qui lui est un mécanisme
psychiques caractéristiques. Et celui-ci, comme je vous le disais, on ne le retrouve pas. En tout cas, moi, à la clinique que je rencontre, je ne suis pas amenée à le retrouver dans le cadre d'un patient qui a un trouble bipolaire. Par contre, ce sur quoi on peut travailler et s'appuyer à ce moment-là, comme on est au temps de l'âge avancé, c'est le travail d'intégration des pertes et des séparations qui, lui, est présent en raison du travail du vieillir. Alors, pour tendre vers la fin de cette présentation, je vous propose de passer par la clinique et de vous parler de deux patientes que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le cadre des suivis individuels d'Adage. Alors je vous présente d'abord Maïli, qui a 75 ans, qui est l'aidante principale de Robert, son mari depuis plus de 5 décennies. Et comme elle dit, c'est un mariage pour le meilleur et pour le pire. Alors, son mari a un trouble bipolaire qui a été diagnostiqué en 1983, suite, comme elle dit, à une crise survenue après la naissance de leur 3e enfant. Et elle m'explique que, inutile de vous dire que depuis toutes ces années, j'en ai vu et j'ai eu du temps à lui consacrer. Alors l'autre aspect qui me paraissait intéressant, c'est que cette femme, elle est chinoise polynésienne. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se présente la première fois où je la rencontre. Elle m'annonce qu'elle est l'aînée d'une fratrie de 11 enfants et qu'en réalité, il y en a même un 12e qui est son frère aîné, qui est mort lorsque sa mère était enceinte d'elle. Et donc, elle a grandi dans une famille nombreuse. Et j'ai questionné la rencontre avec Roland, où elle me dit, c'est quand je suis venue en métropole faire mes études en Alsace. Elle avait 19 ans et demi, et alors elle pointe systématiquement le et demi. Et là, elle me dit, il était très beau, quelque chose d'angélique, un regard d'ailleurs. Et puis un petit peu pensive, elle ajoute, je suis attirée par ce genre de personne. On ne sait rien de la vie face à quelqu'un de foufou. Il était rejeté de partout, et j'ai toujours été un bon samaritain. Alors après, elle commence à narrer quelques événements de leur rencontre, et on voit bien que très vite, au niveau famille, c'est pas la panacée. Son côté à elle, son père lui dit « si tu épouses ton mari, ta sœur viendra pas faire ses études ». Et puis, de l'autre côté de la famille, on lui faisait aussi savoir qu'ils n'étaient pas trop d'accord. Donc, ils ont trouvé un compromis. C'est elle partait 1 an en Angleterre, peaufiner son anglais. Et puis, son mari partait au service militaire pour essayer que ça se décante un petit peu. Et à ça, elle ajoute finalement de cette conjugalité, c'est quand elle dit « quand vous avez un mari malade, on ne vous considère pas. Partout où je vais, je suis la femme du fou. » Et cette femme, finalement, quand elle tient ses propos, moi j'y entends aussi toute la question de la stigmatisation et de la discrimination dont elle a souffert tout au long de sa vie, parce que c'est quelque chose qui a été présent dès son enfance. C'est pas pour rien qu'elle pointe qu'elle est chinoise polynésienne, parce qu'elle m'a refait des aspects historiques que je ne connaissais pas, mais donc cette femme, finalement, est dans langue maternelle chinoise, elle a intégré une école française à partir de l'âge de 8 ans, et après, elle a côtoyé aussi le public polynésien et où elle a appris cette langue-là. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a été tout de suite, très éclaté, qui était à différents niveaux. Et à chaque fois, on lui faisait savoir qu'elle n'était pas à sa place ou qu'elle ne convenait pas ou qu'elle ne répondait pas aux critères. Un petit détour par les propos de Charazak, qui dit qu'on n'est pas naturellement aidant parce qu'on est enfant ou conjoint, on le devient ou on le redevient si l'on prend en considération que cette relation fait revivre des expériences infantiles. Et c'est là où on voit aussi ce va-et-vient avec l'histoire de Maïli, qui a toujours géré le quotidien, rattrapé les écarts voire les extravagances de son mari, parce qu'elles ont été nombreuses entre les démissions, les déménagements, les licenciements, les achats compulsifs, 4 voitures de grand luxe où ils ont réussi à rattraper ça en dernière minute. Et elle dit qu'elle-même a toujours géré la vie familiale, notamment l'éducation des enfants seule. Et de conclure que c'est peut-être parce que je suis là qu'il a vécu aussi longtemps, et de dire, à travers ce propos, moi j'y entends que le lien finalement circule à double sens, et que le proche aidant devient lui-même dépendant de l'aide qu'il apporte à son proche, se revendiquant parfois comme étant la seule personne à connaître les besoins de son proche. Ça fait écho au discours d'anti-séparation qu'évoque Charazak, où se projette finalement l'angoisse de chacun d'avoir à vivre sans l'autre. Et ça peut mener à vivre des relations très longues. Tout ce qui est différent pour moi, je le mettais sur le compte de la culture. On peut le dire, c'est la culture chinoise qui m'a sauvée. Ça, c'est la dernière séance lorsque je l'ai vue.
Elle a conclu ainsi: on a les mécanismes de défense qu'on peut face aux situations qui nous mettent en difficulté. Je terminerai par la situation de Fatia, qui a 60 ans, que je rencontre au CMP où j'interviens, toujours dans le cadre d'Adage, qui est adressée finalement sur les conseils d'une psychologue d'une plateforme de répit, et qui annonce que son mari est atteint d'un trouble bipolaire qui a été diagnostiqué en 2015. Alors son mari a 10 ans de plus qu'elle. Et récemment, le diagnostic d'une maladie à corps de Lévy s'est ajouté. Donc, juste au niveau, ils sont en couple depuis 20 ans, c'est leur deuxième union à chacun, ils avaient déjà des enfants de précédentes relations. Ils se sont rencontrés via les annonces téléphoniques. Alors, je ne suis plus de la bonne génération, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'était encore un autre truc, c'était pas le Minitel, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Ils ont un enfant ensemble qui a 16 ans, mais elle est française, elle est la 7e d'une fratrie de 11 enfants, où là aussi il y a des aînés qui sont décédés auparavant. Peut-être des choses à y entendre, en tout cas sur la question du lien. Et ses propos concernant ce que son mari, ce que la pathologie de son mari les amène à vivre, elle peut en dire que tout ce qu'on a construit ensemble, ça s'écroulait. Avec ce qu'on a vécu, les épreuves qu'on a traversées ensemble, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. S'y ajoute que dans leur histoire, sur les 10 dernières années, il y a eu de nombreux décès qui les ont clairement mis à mal. Et elle dit également: ce qui me rend très triste, c'est que la vie s'est arrêtée, on ne peut plus faire de projets, alors qu'on en avait plein avant. Mon mari était déjà bipolaire, mais on a pu le stabiliser, on avait une vie normale. Donc à retenir que finalement, à l'annonce de la bipolarité, elle explique avoir toujours tenu un discours positif et rassurant, qui dans ce cas-là, en fait, c'est ce qui est de grande souffrance pour elle, ne s'applique pas. Parce qu'avec la pathologie l'autre pathologie que son mari a développée, si elle vient à le tenir, elle se confronte à quelque chose d'insupportable. Et elle dit bien: je ne peux pas lui dire que ça va aller, je ne lui demande pas de se résigner. Donc pour Fatia, la bipolarité, ce n'est pas seulement une maladie mortelle, même si on est passé par des épreuves, c'est de l'injustice, parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, ça suffit. Il n'y a pas d'échappatoire, on ne peut pas se dire que ça se guérit. J'ai déjà vécu ça avec ma mère, je ne pensais pas le revivre, des accumulations de trop. J'ai déjà eu ma période de malheur, je prends aussi une part de sa souffrance, je fais en sorte que sa vie soit la plus douce possible, j'ai beaucoup d'empathie, je prends sur moi-même, je fais en sorte de minimiser. De l'histoire de Fatia, je retiendrai que finalement le couple, malgré la maladie, développe bien souvent des conduites d'antiséparation également, comme le retrait dans une relation symbiotique pour sauvegarder l'intimité et éviter l'intrusion ou la séparation. La bipolarité, on a presque réussi à l'apprivoiser. Là, je me sens impuissante. C'est pas comme si cela allait passer. On sait comment ça va se terminer. Et clairement, ça fait lien avec la remise en question de l'avenir et des projets pour sa retraite à elle. On ne sait pas quand cela va basculer. On vit au jour le jour. Parfois, j'oublie qu'il est malade. Et pour conclure, je dirais que le proche aidant, le constat qui en ressort, il est sans cesse mis en tension. La question de l'ajustement, de la bonne distance dans le lien est ici centrale et sans cesse interrogée. Vous l'aurez constaté que le pré-deuil, en tout cas, n'est pas existant, ou en tout cas ne s'entend pas dans le trouble bipolaire. Par contre, le spectre de la séparation se dessine en toile de fond lorsque la dépendance du conjoint se manifeste ou parce que l'aidant, du fait de son propre vieillissement, craint de tomber malade à son tour. Toujours envisager cette situation au regard du style de lien d'attachement. Il y a également l'importance de l'entourage qui possède une expertise du patient. Ça, c'est toujours quelque chose qui justifie leur présence. Ils s'en saisissent fréquemment quand j'ai l'occasion de les rencontrer. Pour quelles raisons ? Eh bien, en raison d'une histoire commune et d'un quotidien partagé. Dans le lien bipolaire, il y a aussi, dans le trouble bipolaire, quand c'est présent au sein d'un couple, il y a quand même ces moments d'intensité dans la relation. Et ça, vous pourrez avoir les personnes les plus rigides ou les plus, dans le cadre, la maîtrise, et de vous expliquer que, franchement, cette nuit à l'hôtel, elle était extraordinaire et qu'ils se sont barrés en douce en embarquant la couette, l'oreiller, les oreillers et les gels douche. Ah, c'était jubilatoire, ça faisait vivre, il y avait de la pulsion. Mais bon, c'était pas très correct. Et puis une fois qu'il y a eu les rappels et tout ça, c'était moins drôle. Mais quand même, ça fait expérimenter des sensations. Je
je pense que fondamentalement, c'est des questions à envisager aussi en fonction des changements de perception au niveau des générations, avec la prise en compte de la santé mentale et de la psychoéducation. Et enfin, accueillir l'autre, la souffrance de l'autre, tenter de la mettre au travail, eh bien, c'est en faveur d'une mise en sens qui est fondamentale. Merci de votre attention. Merci pour cette belle communication. De prise en charge dans une unité d'électroconvulsivothérapie. La parole. Bonsoir à tous. Bonsoir, oui. Merci, Monsieur le Président. Merci à mes deux collègues pour leur très belle présentation. Tout d'abord, merci à Benjamin de m'avoir réitéré ta confiance après Roufac. En tout cas, aujourd'hui, tu le fais en connaissance de cause. Merci au comité scientifique de la SF3PA pour avoir accepté cette session thématique. Et merci au comité local d'organisation pour nous accueillir dans cette belle ville de Montpellier. Donc, Lies Yamed, moi je suis psychiatre praticien hospitalier à temps partiel sur le centre hospitalier de Martigues. J'exerce aussi en maison de santé pluridisciplinaire une activité libérale de psychiatrie générale. Et diaporama, ouais. Merci Benjamin. Et je fais partie d'un collectif underground, la team PPA 13, ici représenté par les collègues d'Aix, Marseille et Martigues. Tout est organisé autour d'un réseau social, un groupe WhatsApp, mais qui s'active bizarrement que la veille du congrès pour savoir dans quel resto on va manger. Mais on est très actifs en tout cas. Donc aucun conflit d'intérêt en rapport avec cette communication. Le plan d'intervention, je vais aller directement... Alors, je ne vais pas présenter la sismothérapie, le CT dans ses généralités. Il y avait une très belle communication de notre collègue Célic, Dr Célic tout à l'heure dans l'autre amphi. Je vais vraiment essayer de cibler le CT en trouble bipolaire chez le sujet âgé, en tout cas les quelques données de la littérature qu'on a, et ensuite passer à la clinique, au vif du sujet, pour qu'on puisse discuter de tout ça. Sinon, j'ai deux revues à vous recommander si vous voulez lire sur le sujet. C'est Daboul et Ahmad 2019, Pratiques neurologiques, donc c'est une revue très très bien faite, c'est en français, c'est accessible. Et pareil, Sauvager, Bulto et collaborateurs 2023, deux belles revues sur la sismo en psychiatrie, en neurologie en français. Donc, le CT dans le trouble bipolaire. Bon, l'efficacité elle est démontrée, à la fois sur les symptomatologies maniaques et dépressives, dans de nombreuses études, j'en ai cité deux ici. On n'observe pas de différence significative entre l'efficacité de la sismothérapie dans la dépression bipolaire et unipolaire. Toutefois, on peut observer parfois moins de séances, on a moins besoin de séances pour traiter la dépression bipolaire en ECT que la dépression unipolaire. Les fourchettes de réponse, on est autour de 60 à 80% de réponse, de taux de réponse dans le traitement par ECT de la dépression bipolaire. Et ici, une étude retrouve 77%. Et en termes de rémission, on est plutôt entre 50 et 60%. Dans les recommandations, écoutez, il y a peu de choses. Le CT en tout cas n'apparaît pas en première ligne, même si dans le laïus qui est fait à côté des tableaux synthétiques, on dit que le CT doit être envisagé quand on est en phase aiguë d'un trouble très sévère qui engage le pronostic vital et compagnie. Mais quand on prend les tableaux synthétiques, c'est toujours en deuxième ligne, notamment dans la CADMAT. En maintenance, c'est pas mentionné, le CT. Et dans la Fédération mondiale de psychiatrie biologique de 2002, elle date un peu, mais elle est en dernière ligne. Le CT chez le sujet âgé, alors les points clés du papier de Meyer qui est très bien fait, qui fait une revue sur le CT chez le sujet âgé, c'est un traitement sûr et efficace qui traite à la fois les troubles psychiatriques et neuropsychiatriques sévères, il est efficace dans ces indications-là. Les effets indésirables cognitifs les plus souvent décrits, ça concerne quand même plus d'un patient sur deux, ils demeurent transitoires, même chez les patients âgés qui présentent une altération cognitive préexistante. Il n'y a pas d'aggravation, parce qu'on a des idées préconçues, que la sismothérapie, le CT, aggraverait les démences ou l'évolution des démences. La science ne dit pas ça. Les études disent qu'il n'y a pas d'aggravation de l'évolution de la démence et que ça n'induit pas de démence. On a un frein, même chez nos collègues psychiatres, autour de l'ECT en disant « mais c'est des vieux, tu vas leur détruire le cerveau ». Voilà. Donc, il y a des comorbidités liées à l'âge, inhérentes, notamment cardiovasculaires et autres, qui sont parfois limitantes, il faut en tenir compte, mais en aucun cas elles ne contre-indiquent l'utilisation. Il n'y a qu'une seule contre-indication, le CT absolu, c'est l'hypertension intracrânienne. Le CT chez le sujet âgé, qu'est-ce que disent certaines études? Qu'il y a une réduction de la mortalité chez les patients âgés
qui vont pratiquer de l'ECT. En effet, il y a RIE collaborateurs qui montrent que quand vous faites de l'ECT, jusqu'à un an après l'arrêt des séances, vous avez une réduction de la mortalité par rapport aux patients âgés qui n'avaient pas fait d'ECT, toutes causes confondues. Et pour la mortalité par risque suicidaire, c'est dans les 3 premiers mois où il y a une sorte de prévention du passage à l'acte suicidaire après avoir fait de l'ECT. On observe également par rapport aux sujets plus jeunes, donc là c'est des études sur les sujets de plus de 70 ans qui ont montré qu'on avait une meilleure réponse à l'ECT et un plus fort taux de rémission à l'ECT quand on est âgé de plus de 70 ans versus les personnes de la décade inférieure, des 60-70 ans. Donc il y a une sorte de prime à l'âge quand on fait de l'ECT. Les hypothèses explicatives, elles sont un peu multifactorielles. À la fois, on considère qu'il y a des taux plus faibles de troubles de la personnalité comorbides. Ce sont des facteurs résistants à toutes les prises en charge, quelles qu'elles soient, que ce soit de la psychothérapie au traitement pharmacologique ou au traitement par neuromodulation. Il y a également des taux plus élevés d'intolérance aux psychotropes. Je pense que dans la pratique, on est tous confrontés à ça, et ce topo va essayer d'illustrer tout ça. Et donc, comme il y a des résistances, une intolérance plus forte, on pourrait avoir un recours plus rapide à l'ECT dans cette population-là par rapport aux populations adultes ou comme ils tolèrent, on va tester, on va monter les posos, forcément après on va de 6 semaines en 6 semaines en 6 semaines. Vous avez le temps de faire une décennie de psychotropes sans être allé à l'ECT, ce qui est un tort. Donc quand on essaye de compiler les données sur l'ECT du sujet âgé qui souffre d'un trouble bipolaire, écoutez, il n'y a pas grand-chose, en tout cas il n'y a pas de données robustes. Et donc il y a cette revue générale de Lubitsch 2021 et collaborateurs qui classe le CT ici. En gros, oui, on peut le faire dans la manie, oui, on peut le faire dans la dépression bipolaire. Dans la maintenance, il n'y a vraiment rien pour dire qu'il faut. Et le commentaire, c'est que tous ces petits plus là, et d'ailleurs quand vous regardez, c'est vrai un peu pour tout le reste, tous ces petits plus, Hall, Hippie, Abidi, extrapolation des données issues des études chez les patients bipolaires adultes, ou de patients de dépression bipolaire chez le patient âgé. Mais rien proprement, il n'y a aucune étude, on le dit après, il n'y a pas d'étude contrôlée chez le patient qui souffre de troubles bipolaires et patient âgé qui souffre de troubles bipolaires. Donc, tout se base sur rapport de cas, série de cas, consensus d'experts. Dans les recos de la CADMAT 2018 sur le trouble bipolaire, il y a un petit encart, vous savez, à la fin, donc il y a le truc pour l'adulte, et après il vous parle des enfants, de la femme enceinte et du sujet âgé, donc il y a une petite demi-colonne. Dans la petite demi-colonne, ils disent bah oui, c'est efficace dans la manie et dans la dépression. Ils citent une étude, ils citent la même étude pour la manie et la dépression. Moi, je suis allé chercher l'étude, c'est une revue qui en fait est une revue d'une revue. Et à la fin, l'étude Princeps, elle parle pas de dépression, elle parle que de manie, vous voyez. Donc, quand moi j'ai vu ça, je me suis complètement détendu pour le topo d'aujourd'hui. Donc ça va. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les données qu'on a pour l'instant et toute la pratique qu'on a, c'est de l'extrapolation, comme je vous l'ai dit, de données obtenues chez l'adulte, population bipolaire adulte, et les populations dépressives unipolaires âgées. Et donc on peut dire que l'ECT, il faut la pratiquer en phase aiguë, surtout quand il y a des caractéristiques psychotiques, surtout quand il y a un risque suicidaire élevé, quand il y a un péril physique par arrêt d'alimentation, arrêt d'hydratation, également en cas de pharmacorésistance ou d'intolérance psychotrope, ce sont deux choses différentes, et de réponse antérieure à l'ECT quand elle a été favorable par le passé, ou de choix du patient, des patients qui choisissent, moi je ne veux plus prendre vos médocs, on y va un bon coup docteur. Donc ensuite, il y a l'extrapolation et puis il y a le terrain. Et le terrain, c'est nos patients, ici en ce qui me concerne, c'est Josiane, Michel, Janine, Claude, Christiane, Marie-Jo et tous les autres. Et ça, c'est notre quotidien. Donc, le CT à Martigues, chez le patient bipolaire âgé, c'est surtout une histoire d'équipe. Donc, nos deux infirmières, Wassila, Sabrina et Aurélia, qui n'a pas voulu poser, parce qu'elle avait un gros bouton de fièvre. Donc, vous voyez quand même le teint allé des infirmières à Martigues versus le teint dégueulasse des internes. Donc, c'est quand même... voilà, c'est pas la même. Donc, Cécilia, ici présente, elle est avec Josiane, elle est à fond. Claude, ancien anesthésiste militaire. Alors, Claude, il a une particularité, c'est qu'il endort les patientes en leur racontant toutes les exactions qu'il a vues à Sarajevo, vous voyez, et au Liban. Donc, là, il y a un sujet sur le PTSD et le CT pour le coup. Stan, qui a vécu toutes ces exactions, lui, il a fui son pays, vous voyez, là, il est un peu mal aussi, il a un sourire de façade. Isabelle, notre chef de service d'anesthésie, s'il n'y avait pas Isabelle, il n'y aurait pas eu de CT en psychiatrie à Martigues. Et Alina et Ismaël qui sortent de soirée et qui manifestement sont fatigués. Donc,
Le CT chez le sujet AG à Martigues, donc je vous ai fait petit topo sur notre activité, très brève, on va pas s'étaler. On a une super team et tout, si vous voulez nous rejoindre, bon bref. Donc, on a commencé au bloc 2021, ils nous ont donné 2 heures le mardi et le jeudi, ils voulaient pas prendre nos patients à l'unité de chirurgie ambulatoire, parce que les patients psychiatriques, vous comprenez, avec les patients de la coloscopie, ça peut pas le faire dans la chambre et compagnie. Donc, on n'en a pas fait beaucoup, mais même si, voilà, on s'est bien débrouillé. Et puis la deuxième année, on était toujours au bloc, sauf qu'on leur a dit, nous, nos patients, on vous les met, c'est comme ça. Les chirurgiens, ils ont pété un plomb parce que forcément, ils arrivaient et nous, on était là encore pour 2 heures. Donc les urologues, tout ça, ils n'ont pas aimé. Et donc, ils nous ont dégagés en psychiatrie et c'était très très bien parce qu'ils ont pu nous aider. En fait, on les a tellement gavés qu'ils nous ont fait une unité de sismo en psychiatrie chez nous sur un autre site. On est le même hôpital du site et c'est les anesthésistes qui viennent. Et franchement, c'est top pour les patients, pour tout le monde. Et donc là, on est un petit peu explosé. On est passé à 3 demi-journées et ça marche plutôt bien. Donc, sur nos âges un peu respectifs, vous voyez que les sujets âgés, surtout les dames en vert, ça va pas mal. Alors c'est sûr qu'on a un recrutement géronto assez important. Et je vous ai mis un petit peu des données sur nos patients. Donc concrètement, on a 30% d'hommes. On a une moyenne d'âge chez les hommes de 59 versus 63 chez les femmes. Là, on a 2 patients jeunes psychotiques qui viennent un peu, gréver, c'est pas le terme, qui viennent abaisser la moyenne. Les patients bipolaires, parce que c'est la thématique aujourd'hui, ils sont 25% chez les hommes et 55% chez les femmes. Les bipolaires de moins de 65 ans, 20% versus 50%. 50% de nos femmes de moins de 55 ans diagnostic de troubles bipolaires, type 1, type 2. Chez les hommes, 30% versus encore plus 56% chez les femmes âgées de plus de 65 ans. Et pourquoi j'ai fait ce petit bipolaire plus trouble de la personnalité comorbide ? Parce que ça illustre en fait les données de la littérature précédente, à savoir que quand on est âgé, il y a moins de diagnostics de troubles de la personnalité. 50% chez la femme de moins de 65 ans, les hommes, pas troubles de la perso. 50% de femmes de moins de 65 ans versus 30%. On perd 20%. Après, il y a toute une question sur le trouble de la perso chez le sujet âgé. Est-ce qu'au final, elles sont moins pénibles parce qu'elles sont plus vieilles, plus fatiguées? Non, mais il y a tout quelque chose. Le CT chez le sujet âgé. Là, il y aurait une cohorte à faire, voir l'évolution clinique du trouble de la personnalité, cliniquement et dans le ressentiment qu'on peut avoir sur l'évolution. Le CT chez le sujet avec trouble bipolaire à Martigues. Donc, 3 types de situations en général, tu en as parlé. Patients bipolaires classiques, anciens qui vieillissent, bipolarisation tardive d'un trouble unipolaire dépressif, ou une manie secondaire. En fait, il ne faudrait même pas parler de bipolarité, c'est des manies secondaires, c'est organique. Enfin, tout est organique. C'est une autre forme d'organicité. Bon. Et donc, nous, on va être, c'est mal fait, sur la bipolarisation tardive dans les 2 cas. Josiane, notre première patiente, 85 ans, trouble bipolaire de type 1, petit bout de femme potelée, GIR3, hypothyroïdie, dyslipidémie, hyperuricémie dans ses antécédents somatiques. Elle est mariée, elle a une fille, une petite fille polyhandicapée. Elle a des antécédents familiaux de troubles dépressifs récurrents chez sa mère et chez sa sœur. Elle commence sa maladie thymique par un épisode dépressif mélancolique inaugural à 18 ans. Elle est hospitalisée, elle a une cure de CT en clinique, dans une grande clinique marseillaise qui pratiquait les ECT. Elle fait ensuite un deuxième épisode du postpartum à 30 ans. Là, il n'y a pas eu de CT, il y a eu une hospitalisation et un traitement pharmacologique. Un 3e épisode dépressif avec tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire à 50 ans, hospitalisation, pharmacothérapie. Et là, 57 ans, un accès maniaque, le premier de sa carrière thymique. Et donc elle est hospitalisée, ils introduisent les sels de lithium. Mais là, toujours souvent en tout cas, après un accès maniaque, puis une belle mélancolie derrière, peut-être le temps que le lithium prenne son essor, parce qu'après son 4e épisode dépressif, on n'en entend plus parler pendant 20 ans. Et en 2020, c'est la période Covid, elle le vit super mal, elle qui était très active au jardin et compagnie avec ses amis, et elle perd son frère, duquel elle était très proche. Elle fait un nouvel épisode dépressif. Son médecin traitant lui découvre une hypercalcémie, ce qui peut arriver, on va le voir avec soutéralite. Et son psychiatre lui propose un switch sous valproate, ce qu'elle refuse, enfin elle l'essaye, ça lui va pas, elle veut revenir sous celle de lithium. Et donc 2 ans plus tard, c'est comme ça qu'on la rencontre. Octobre 2022, elle arrive aux urgences dans une altération d'état général avec un état confusionnel majeur sur une hypercalcémie élevée. Et là, elle est hospitalisée en court séjour gériatrique. La collègue psychiatre de liaison, lithium est arrêté, elle la switch sous olanzapine et elle voit ce que ça va donner. Elle va en SSR gériatrique, on n'entend plus parler. On a le délai classique, octobre, novembre, décembre, janvier, février, 5 mois pour une consultation mémoire, normal. Non mais pour le coup c'est normal, je pense que c'est pire ailleurs, nous encore ça va. Consultation mémoire, syndrome des exécutifs, atrophie cortico-sous-corticale diffuse chez LTENS2.
Donc atrophie hippocampique également. Avril 2023, elle fait un état confuso-délirant, sauf que là, dans la clinique, il y a une note mélancolique qui est nouvelle, qui n'existait pas lors de l'épisode précédent. Toujours une altération générale, toujours un contexte d'hypercalcémie. Là, à nouveau, elle est hospitalisée en court séjour gériatrique, puis un SSR. La petite fille était en fin de vie et il se trouve qu'elle va décéder au cours de l'hospitalisation de la dame, de Josiane. Donc les ECT sont à nouveau envisagés, mais Josiane, qui a un sacré caractère, elle ne veut pas, elle refuse. Donc le psychiatre propose de la motrigine, risperidone 1 mg, et de la ça va faire bondir beaucoup de gens, mais un tricyclique. Mais elle se rétablit en 15 jours. Et elle ne fait pas de virage. Donc il y a un relais Péros, et elle le tolère plutôt pas trop mal. Un relais Péros. Septembre 2023, idem, nouvelle hospitalisation, ainsi de suite. Reprise risperidone parce qu'il y avait un syndrome extrapyramidal, probablement majoré sur l'interaction avec la clomipramine. Il y a un bilan d'hypercalcémie qui est fait, très complet, mais avec des résultats discordants. La scintille, personne s'entend, personne sait un adénome, personne sait ci, ça. Donc il demande un avis en doc, il refait faire plein d'examens. Et là, on démarre une cure de CT. Pour ceux qui sont un peu familiers de l'ECT, je ne sais pas si c'est pareil partout, mais nous, on a pompé ce qui se fait sur Marseille. Ils ont un beau tableau comme ça avec les données, avec leurs crises et compagnie. Donc ça nous permet de noter la date, si c'est une séance de titration, on va rechercher le seuil, si on est en cure ou en entretien, la position, peut être en unilatéral, en bifrontal, la largeur de pulsation, des pulses, pardon, la fréquence de la stimulation, la durée de la stimulation, la charge totale que vous allez en millicoulomb, que vous allez livrer, la durée de la crise, et là les posologies, parce que tout est lié, ce que l'anesthésiste va induire, va injecter, ce que vous allez faire en termes de charge, ainsi de suite, sur la qualité de la crise. Donc, diprivant, et là c'est l'ocurie, pour le curare. Ça va, parce qu'on arrête au bout de 8 séances, on fait au bout de la deuxième séance, elle a une réponse clinique, une rémission symptomatique en 8 séances, Josiane, elle veut arrêter. Donc elle rentre chez elle, malheureusement, quelques mois plus tard, elle refait une rechute, on parlait dans les différentes sessions, dans la session du collègue d'avant du risque de rechute. Le risque de rechute, c'est 80% si vous arrêtez tout, et c'est 40% dans les 6 mois, et c'est 40% si vous arrêtez le CT, que vous gardez que le CT ou que le médicament. Donc il existe. Donc là, je me dis peut-être les sels de lithium, ça l'avait tenu pendant longtemps. Sels de lithium, 2 semaines après, hypercalcémie qui monte en flèche. On arrête, on reprend le CT, et là il diagnostique en parallèle un adénome parathyroïdien. Donc elle a rendez-vous avec le chir bientôt au CHU. Donc là, cette cure, on refait 9 séances pour la cure, et ensuite on part en entretien. Mais c'est pareil, à un moment donné, non, là, elle n'arrête pas. D'ailleurs, on continue avec Josiane, ça va beaucoup mieux. Et donc on attend, c'est Michel après qui, elle, veut tout arrêter. Josiane, on continue, elle est toujours là, on la voit régulièrement. Et donc, le cas de Josiane, il pose la question du lithium et de l'hypercalcémie. Je ne sais pas si certains ont été confrontés. Nous, la calcémie fait partie du bilan du lithium tous les 3-6 mois. Et donc, on peut avoir un hyperparathyroïdisme secondaire, généralement. Et donc, il faut aller vérifier tout ça régulièrement parce que ça pose des soucis, comme vous le voyez. L'hypercalcémie peut être tardive ou précoce, ça dépend des cas. Et on peut avoir des manifestations neuropsychiatriques. La critique qui peut avoir été faite, c'est pourquoi vous êtes allé traiter psychiatriquement parlant, avec des psychotropes et de l'ECT, potentiellement des manifestations neuropsychiatriques secondaires à une hypercalcémie, parce que c'est vrai que ça peut faire partie du tableau. On l'a fait. Voilà. Donc c'est là, il y a la science et il y a ce qu'on fait. Donc, quid du suivi biologique, c'est important d'avoir un suivi biologique. Le CT sur l'état confuso-délirant, pareil, on peut se dire c'est pas une indication de pratique de la sismothérapie, de l'ECT, sauf que dans d'autres pays, dans d'autres continents, c'est fait, notamment en Scandinavie, ils ont une pratique récurrente de la sismothérapie, l'ECT, sur le syndrome confusionnel, quelle que soit son origine, avec de très très bons résultats. Tout comme on parlait de l'ECT sur l'état de mal épileptique réfractaire, on est un peu dans ces mêmes données-là. Tout comme le CT dans les troubles psychocomportementaux liés aux troubles neurocognitifs majeurs, on est un peu dans ces mêmes idées-là. Le cerveau souffre, on va aller aider le CT avec une stimulation. Et donc le CT rechute, j'en ai dit quelques mots, c'est fréquent dans les mois qui suivent l'arrêt de la cure, et donc il y a un intérêt des séances de continuation, on parlera un peu des protocoles tout à l'heure. Voilà pour le cas de Josiane. Michel, on reste sur des tranches d'âge élevées. J'aurais pu parler de patients un peu plus jeunes, mais ce qui m'intéressait, c'était de vous parler de la complexité géronto-psychiatrique et de l'intrication. Parce que là, on est sur des cas, si on arrivait à l'anafranie, la clomipramine, c'est que tout avait été essayé avant. Et donc, on ne s'est pas dit, tiens, on met de l'anaf. C'est que tout avait été essayé, tout avait été mal toléré, ainsi de suite.
Donc Michel, 83 ans, bipolarité type 1, mère maniaco-dépressive avec de nombreuses hospitalisations au cure DCT. On parlait des liens d'attachement, tout ça. Michel et son frère, ils avaient été placés pendant les crises, les mélancolies de sa maman. Elle a 4 épisodes dépressifs majeurs antérieurs, dont 2 du postpartum, et avec plusieurs séjours en maison de repos, comme elle dit. Elle n'a jamais eu de CT. Elle a un profil particulier parce qu'elle a une coronoropathie teintée, une hypertension artérielle, dyslipidémie, fracture tassement vertébral, fracture de jambe, PTH. À l'IRM encéphalique, elle a un profil vasculaire, ce qui va bien avec ses antécédents, avec un grade phase case 2, et un microblie temporomédial et une atrophie hippocampique Sheltens 1. Au bilan neuropsychologique, c'est Emmanuel, je crois que c'est toi qui l'as fait, le bilan neuropsychologique de Michel, trouble cognitif léger mixte. Donc Michel, on la rencontre parce qu'un peu avant ses 80 ans, l'été 2020, elle nous pète un accès maniaque, son premier accès maniaque. Donc il se manifeste par une grande désinhibition, une conduite automobile imprudente selon son mari qui était chef des pompiers. Il ne pouvait plus monter avec elle. Des dépenses inconsidérées, forcément Michel, pareil, petit bout de femme avec le tassement, je ne vous raconte pas. Et là Michel elle envoie. Donc prise en charge ambulatoire, on a géré un accès maniaque à domicile, en y allant toutes les semaines. Valproate, avec, vous voyez, les aidants, quoi, le soutien des aidants, pour le meilleur et pour le pire. Là, c'était le pire du pire. Et ils ont tenu le coup. Donc, prise en charge ambulatoire avec l'équipe mobile, Valproate au Olanzapine. Pourquoi ? Parce qu'on a fait ça. Voilà. Suivi d'un état dépressif, mais on peut discuter de tout, moi je suis ouvert vraiment à tout. Suivi d'un état dépressif mélancolique résistant, comme souvent. Et là, on était vraiment dans la culpabilité avec des auto-accusations. Elle s'accusait d'avoir fait divorcer son beau-frère de sa ex-belle-sœur, qui était une femme de petite vertu. Mais là, elle s'en accuse et elle est très croyante. Et donc, elle est damnée. Elle va subir le châtiment divin. Idée de ruine, elle qui travaille dans la banque, ils n'ont plus d'argent. Dysfonctionnement d'organes, je suis foutu, enfin la totale. Donc, hospitalisation, là encore, pourquoi clomipramine, je ne sais pas. En plus des trucs qui vous constipent bien comme il faut là, olanzapine, clomipramine. Et elle s'est retrouvée un peu comme une momie, un peu momifiée comme ça. Alors une très bonne réponse clinique, mais une très mauvaise tolérance. Elle est sortie comme ça, elle nous a fait une rechute avec une crise suicidaire, et là elle voulait aller se noyer dans l'étang de Berre. Pour ceux qui connaissent l'étang de Berre, même suicidaire, vous n'avez pas envie de vous y noyer, là, elle voulait y aller. Donc, c'est ce qui a indiqué principalement l'hospitalisation en urgence, et donc on a démarré une cure de CT. Donc, pareil, prime à la vieillesse, plus vous êtes vieux, plus ça marche. Réponse rapide et significative de la 4e séance. Une rémission avec un retour à domicile à la 8e séance. Et là, on a poursuivi un peu d'ambulatoire, sauf que rapidement, on était en bilatéral, c'est là où ça provoque le plus de troubles cognitifs. Même si on n'était pas à une très grosse charge, voilà, toi qui sais, toi qui fais, tu sais. Et donc, Michel, qui a un gros caractère, elle a décidé d'arrêter les séances parce qu'elle oubliait tout, elle oubliait où allait son mari, et ça n'allait pas du tout. Elle refait une rechute, c'est une histoire de rechute. Elle refait des rechutes, avril 2022, on augmente la posologie d'antidépresseurs, c'est pas du tout recommandé, mais on l'a fait. On a repris les ECT ambulatoires. Personne ne va vouloir venir se faire soigner à Martigues, c'est une catastrophe. Après, il y a le secteur, vous habitez par là, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Et puis, comme il n'y a pas de libéraux, c'est mort. Donc, reprise ECT ambulatoire, 3 séances, vous voyez, Michel, 3 petites séances à 15 jours. Elle a décidé le timing, elle a dit, moi, je viens pas beaucoup, docteur, je viens tous les 15 jours. Réponse franche, mais encore des troubles cognitifs, malgré l'espacement. Réapparition de manifestations dépressives en octobre 2022, et là, une rechute mélancolique carabinée en février 2023. C'est toujours le mari, c'est un des seuls qui a mon 06. Il m'appelle, je vois affiché mari de Michel, et je sais que c'est pour des problèmes. Il m'appelle jamais quand ça va bien, il m'appelle quand... Et comme à Martigues, on est sympa, on leur dit, vous venez comme vous êtes, c'est comme à McDo, vous venez à jeun, avec une biologie de la veille, et mardi, jeudi, vendredi, c'est la fête. Et on en a beaucoup, on en a 4 ou 5, ils appellent même plus. Docteur, on m'a dit de venir, je suis venu, je vais pas bien, on refait. Voilà. C'est ça le service public, la beauté du service public. Donc, votez bien. Troubles cognitifs plus cardiopathie bifrontale. Troubles cognitifs. J'ai pas donné mon autorisation pour l'enregistrement de la... Troubles cognitifs plus cardiopathe, on est passé en bifrontale. Pourquoi ? Parce qu'au DU de Sismo, que j'ai passé Lyon, Bordeaux et maintenant Nantes, je crois, j'avais un collègue là avec qui je faisais, qui était un CCA à Grenoble et qui m'a dit bifrontal et cardio et tout ça, c'est bien. Donc j'ai fait ça. Voilà. Et donc c'était plutôt bien. Réponse clinique rapide, entretien qu'elle arrête et elle rechute.
mais pour le coup, moins de troubles cognitifs. Et depuis septembre 2023, on avait décidé de reprendre, je ne les ai pas notées ces séances, une séance mensuelle. Le rythme semblait lui convenir, ça allait maintenir le truc. Sauf que patatras, après une séance, pas immédiatement, mais quelques jours plus tard, on ne sait pas s'il y a un lien, la littérature dit que des fois oui, des fois non. Syndrome coronarien aigu, avec pose de 2 nouveaux stents sur l'IVA et un TAVI. Alors TAVI, c'est la valve aortique là, percutanée. Et après discussion collégiale à laquelle les anesthésistes m'ont pas très laissé participer, parce qu'ils savent que je ne suis pas raisonnable, ils ont discuté avec le cardiologue, ils ont dit on suspend. Voilà, donc on a fait, parce qu'elle n'était pas si mal que ça, l'entretien ECT lui avait permis de rester stable dans un état correct. On a fait un relais eskétamine qui n'a pas fonctionné, enfin surtout qu'elle n'a pas toléré, parce qu'on fait aussi un peu d'eskétamine aux troubles de la personnalité. Actuellement, symptomatologie dépressive modérée qui se maintient, et on attend globalement que le bénéfice devienne supérieur au risque. En gros, quand elle sera, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, mais dans l'acceptabilité par le patient, par l'aidant et par la communauté médicale on peut la plier, vous voyez, il vaut mieux que ça soit sévère. Voilà. Donc ça pose la question sur la littérature, quid de la conversion bipolaire tardive d'une pseudo-unipolarité? Premier accès maniaque tardif après plusieurs épisodes dépressifs, ben oui, ça arrive, tu l'as dit tout à l'heure, 20, 30%, là je retrouve un truc 10%, après 45, 60 ans, mais pour moi c'est un peu plus quand même. On a un taux de conversion, c'est Hanks 2005, chaque patient bipolaire, il a un taux de conversion de l'unipolarité à la bipolarité de 1 à 1,5% par patient par an. D'accord ? Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui conversent plus tard. Et c'est souvent associé à des lésions vasculaires, et c'est son cas, comme on l'a vu. Donc ça pose la question des ECT d'entretien. Entretien, il y a 2 phases, consolidation maintenant, c'est-à-dire après la cure, qui est à 2 fois par semaine chez nous en France. Qu'est-ce qu'on fait? Souvent on va proposer, et les gens l'acceptent ou pas, on va proposer de faire de l'entretien. L'entretien, typiquement en France, de ce que j'ai appris, c'est 1 fois par semaine pendant 4 semaines, puis 1 fois tous les 15 jours pendant 2 mois, puis 1 fois toutes les 3 semaines ou tous les mois pendant 3 mois, ça fait 6 mois. Et au-delà des 6 mois, on fait plus ou moins de la maintenance et on espace encore, si on y arrive. Il y a des gens qui vont rester bloqués à 3 semaines, d'autres à 4 semaines, d'autres à 5. Et on essaie d'espacer comme ça jusqu'à 8 semaines, et ça va durer 2 ans de plus. Donc ça, c'est les protocoles. Et puis, il y a d'autres protocoles. Protocole stable, là, par une équipe new-yorkaise qui dit, nous, on propose de faire 2 séances la première semaine, puis dans l'entretien, puis 1 séance la semaine d'après, puis 1 séance 10 jours après. Ils ont montré qu'il y avait aussi une efficacité en pratiquant comme ça. Michel, c'est un peu son délire, si vous voyez. Elle vient pas beaucoup et ça la maintient. Donc le CT troubles cardio, je vous ai dit que ça arrive. Les complications cardiologiques, quand même, c'est les plus fréquentes. Elles sont souvent bénignes et transitoires. C'est dans à peu près 7,5% des types de complications. Mais quand on a une cardiopathie préexistante, de suite, c'est 1 patient sur 2. On a de très rares cas d'infarctus, d'arythmie auriculaire ventriculaire, d'arrêt cardio-circulatoire décrits dans la littérature. Nous, on a eu un arrêt qui est reparti au coup de poing sternal. Alors nous, on est hors statistique. Ils vous disent c'est un mort tous les... Non, on n'a pas eu de mort. Mais c'est un mort tous les 125 ans, et c'est un accident tous les 1300 séances. Bon, voilà. Et on a eu une longue pause, il y a eu 2 scopes à mon avis, mais qui est repartie toute seule. Voilà. Donc attention quand même, les auteurs disent, si vous avez une fraction d'éjection systolique de votre ventricule gauche de moins de 25%, vous pouvez imaginer que c'est compliqué. Mais ils disent que c'est possible avec une certaine médication, 30 minutes avant on met un petit peu de bêta-bloquant, un petit peu de ci, un petit peu de ça, et on arrive à faire quelque chose de cohérent, si on en a besoin forcément. Donc très vite, parce que ça fait long, Janine, 84 ans, c'est pour vous parler d'un cas particulier, crise suicidaire sur épisode de vie caractérisé, elle fait une IMV au domicile, pas de diagnostic connu, forcément, comme disent certains de mes collègues, c'est une géronte, et donc elle n'a pas sa place en psychiatrie. Donc, parce qu'à 84 ans, on est dément, elle s'est suicidée sur sa démence. Et donc, elle a quand même refait une tentative de pendaison en soins de suite. Et donc là, on l'a vu avec l'équipe mobile, la liaison, on a dit ECT en urgence. Elle, ça a été radical. Première séance, plus d'état-anxieux. Deuxième séance, un petit peu dynamique. Troisième séance volubile. Et 4e séance, le kiné, il a fait les frais. Donc, il n'y a pas eu de 5e, vous imaginez. Pas eu de 5e, elle est rentrée chez elle. On a géré ça depuis 2 ans avec de l'olanzapine 5 mg. Et ça tient, et ça tient. Donc ça pose la question du virage de l'humeur sous ECT. Alors je l'ai lu dans au moins 2 papiers, mais je ne les ai pas retrouvés, donc je m'en excuse, il faudra les chercher par vous-même. Claude, enfin, petite note émotion, séquence émotion. Claude, c'est fini, je vous promets. Claude, 79 ans, c'était notre premier patient. Claude, à ses 18 ans, il est rentré dans la maladie bipolaire par
un passage à l'acte hétéro-agressif violent pour lequel il a été jugé irresponsable. Et à ses 18 ans, donc, ils l'ont pris tout maniaque délirant qu'il était et ils lui ont fait des ECT de force. Et ça l'a rétabli, il a été mis sous celle de lithium et il a passé une vie globalement assez stabilisée. Donc Claude était chez nous dans une sorte de petite unité fermée où il était confus, on l'avait tagué de dément, à se faire pipi dessus, à suriner dessus et ainsi de suite, à faire des chutes à répétition. Et il avait ce que décrivent certains auteurs, c'est-à-dire une clinique psychiatrique un peu abrasée. On n'avait pas les thématiques mélancoliques, on n'avait pas tout ça, mais on avait un pragmatisme certain, une forme de détachement. Et Claude était là-dedans. Et on a ouvert notre unité de CT le 26 janvier 2021, et Claude a été le premier malade. Bon, ben lui, ça a été radical. C'est-à-dire qu'il s'est considérablement amélioré, au point de pouvoir, quelques semaines plus tard, intégrer un EHPAD dans une autre région où il voulait vivre. Et là, ça c'est après les ECT. C'est-à-dire que Claude était peintre, apiculteur, et il s'est remis à peindre à l'EHPAD où il était. D'ailleurs, le Progrès lui a consacré un article. Et malheureusement, il n'y avait pas d'unité de CT dans la région où il est allé, dans le coin où il est allé. Et quand on arrête le CT, qu'est-ce qu'on a dit? Rechute. Donc Claude a rechuté, rechute mélancolique sévère. Il a été traité classiquement, conventionnellement, avec des psychotropes, et il a chuté. Et il s'en est allé fin d'année 2021. Donc voilà, c'était pour vous dire aussi qu'il y a de belles histoires et que le CT est utile, même si on pourrait penser le contraire. Donc, pour conclure, les mots-clés, c'est une option thérapeutique sûre et efficace. Il ne faut pas la reléguer en dernière ligne, comme certains peuvent le considérer. Au contraire, plus vous êtes proactif, j'ai envie de dire, et plus vous êtes vigilant, enfin, dynamisant par rapport à ça, et plus ça peut marcher. Ça s'intègre, le CT, dans une prise en charge thérapeutique généralement complexe. C'est aussi, je reviens sur ma collègue, sur le topo de ma collègue, ça ne peut se faire le CT chez le sujet âgé que si vous avez une écoute de patient, de son entourage, une compréhension de sa problématique, de savoir dans quelle temporalité il est, ce que vous allez lui proposer, il va pouvoir l'entendre, l'accepter. Confiance, alliance, hein, c'est des mots-clés, mais ça dit bien ce qui est notre quotidien. La place de l'aidant, parce que, pour tous ceux qui prennent en charge des bipolaires âgés, c'est toujours cette histoire pour le meilleur et pour le pire, et vous avez des gens formidables qui tiennent en face après des 40, 60 ans de vie commune, qui ont tout connu. Et bien sûr, comme vous l'avez vu, à Marty, on s'amuse bien parce qu'on fait un travail d'équipe, un travail disciplinaire, et c'est une bonne chose. Donc, un petit mot, si avec le Covid, vous avez perdu foi dans la médecine, perdu foi dans l'humain, professionnellement, vous traînez, vous ne savez pas trop ce qu'il y a, vous pouvez rendre service à la communauté, à la collectivité, à tous les patients âgés, en passant votre DU de CT et en développant une unité de CT à proximité de chez vous. Voilà, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour tous les patients. Merci bien de votre attention.